à tous, bienvenue dans cet épisode un peu différent des autres. On va commencer une nouvelle série de tutoriels sur Core Data. Donc aujourd'hui, je vais juste faire une introduction assez rapide sur Core Data, expliquer un petit peu ce que c'est, puisque beaucoup de gens connaissent même pas de nom, ou alors juste rapidement. Et puis on va entamer, je sais pas trop quand encore, une série un peu plus en détail sur Core Data. Alors pour moi c'est un peu plus compliqué à faire que la série sur le storyboard puisque du coup je peux pas faire juste des exemples random comme ça. L'idée c'est de faire un projet du début à la fin parce que c'est un peu plus compliqué à mettre en place en tout cas. Euh, donc voilà, pour aujourd'hui je vais juste me contenter d'expliquer un petit peu les concepts de Core Data, ce que ça fait exactement, comment ça fonctionne. Euh, et puis j'ai fait un petit projet que vous pouvez voir par ici là. Euh, pour illustrer un peu tout ça, donc le projet totalement, enfin c'est un truc qui sert à rien, hein, faut pas, c'est un petit jeu totalement ridicule que j'ai fait vite fait. Du coup, c'est pas la peine de d'en tenir compte, c'est juste à des fins d'illustration. Donc voilà. On va commencer tout de suite du coup. Je vais ouvrir le projet, comme ça fera un peu l'arrière-plan. Donc, Core Data, qu'est-ce que c'est? Core Data, c'est un modèle de... Enfin, pardon. Core Data, c'est un framework qui est fourni avec iOS et qui permet de faire de la gestion de bases de données sous forme de modèles d'objets mappés et relationnels. Donc, ce que ça veut dire, c'est que au lieu de gérer une base de données comme un élément à part entière de l'application, on va gérer des collections d'objets qui vont être enregistrés dans la mémoire de l'appareil par Core Data. Nous, on va quasiment jamais manipuler la base de données en tant que telle. On va toujours manipuler les objets et parcourir les objets avec leurs relations sans se préoccuper de comment ça va être géré derrière dans la base de données, etc. C'est une façon de fonctionner qui est totalement différente de ce que vous avez pu voir si vous faites du web par exemple. Euh, Là, c'est vraiment de l'objet pur appliqué à la base de données. Donc, ce que vous pouvez voir là, l'écran qui est affiché ici, donc c'est mon modèle de base de données, c'est en quelque sorte le MCD de ma base de données. Et en fait, c'est ça ma base de données. Enfin, dans Core Data, il n'y a pas besoin de rentrer euh, des instructions SQL pour créer la base de données physiquement, etc. Il suffit de créer ce modèle graphique et ensuite Core Data va se charger lui-même de générer des tables qui vont bien, etc. Qui d'ailleurs, pour ceux qui auront le courage d'aller voir le fichier SQL, puisque oui, la base de données est comme stockée sur la machine en SQLite. Et donc, s'il y en a qui ont le courage d'aller farfouiller là-dedans, vous verrez que ça ressemble absolument pas à votre modèle, hein. Il y a des tables intermédiaires, etc., qui sont utilisées par Core Data et qui sont totalement pas accessibles par la personne qui va coder, enfin qui va se servir en tout cas de Core Data. Vous, ce que vous allez manipuler, ça va vraiment être les objets qui sont ici. Donc, voilà. Donc, les entités ici sont des objets à tout point de vue. Comme vous pouvez voir, j'ai fait donc je l'ai déjà créé cette base de données. Donc comme vous pouvez commencer à vous en douter, l'idée c'est que c'est un petit jeu type RPG où on va avoir des personnes, enfin un joueur et puis des personnages qui vont plus ou moins se taper dessus. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que cette sorte de modèle déjà supporte l'héritage. Là en fait les flèches ici avec la petite pointe blanche symbolise un héritage. Si on ouvre l'assistant ici, pardon, il faut aller sur celui-là, et qu'on choisit euh, une entité, on voit l'entité de laquelle elle hérite. Donc là par exemple, mon entité NPC, elle va hériter de caractères ici. Et donc vous voyez, elle va hériter de toutes ces propriétés qui sont là. Après, c'est juste de l'objet. Donc c'est comme un objet classique, elle va hériter de ouais, toutes ces propriétés, comme je disais, qu'on va pouvoir utiliser comme des variables d'instance dans notre code après.
Et donc par exemple, voilà, mon NPC va aussi avoir des HP, un niveau, un nom, etc. Euh, et donc ça, c'est les flèches blanches. Donc on voit que NPC et joueur, ça hérite de caractères. Et cette flèche ici, avec une petite flèche d'un côté, deux petites flèches de l'autre, ça correspond à une relation entre deux objets. Donc ça veut dire que mon objet personnage, il va avoir une variable qui va contenir pour le coup ici, on le voit parce qu'il y a plusieurs flèches de ce côté-là. La relation weapons ici, va contenir plusieurs éléments. Et on voit dans l'autre sens, la relation inverse en fait, ce qui va être honneur de l'arme. Donc c'est une relation, on voit qu'il n'y a qu'une seule flèche, c'est la relation unique. Donc tout ce que je suis en train d'expliquer là, on peut le retrouver dans la colonne à côté. Vous voyez, dans l'attribute inspector, je crois que c'est ce qui s'appelle, ou data model inspector. Du coup, par exemple, vous voyez, si je clique sur la relation ici, owner, je peux pouvoir changer son nom si je veux, dire si elle est optionnelle ou obligatoire, et ensuite je vois vers quel objet elle pointe, je vois la relation inverse, j'ai les règles de suppression, donc par exemple, voilà, je pourrais mettre cascade ou deny, voilà. Et ensuite j'ai un type, donc je peux mettre to one ou to many. Donc là j'ai mis to one parce que chaque arme n'a qu'un seul propriétaire. Et dans l'autre sens, mon personnage, vous voyez, il peut avoir plusieurs armes. Donc là du coup j'ai mis une relation de type to many. On voit qu'en plus de ça, je peux la mettre ordonnée si je veux. Donc que les éléments soient toujours dans le même ordre que je les rentre. Et donc je vais pas avoir à gérer un compteur pour les ordonner moi-même, etc. C'est Core Data qui va me les ordonner et qui va me fournir un tableau qui va être rangé toujours dans le même sens. Pour, euh, pour la petite histoire, c'est pas un tableau, c'est un set qui va nous donner, un ordered set en fait. Et du coup, mes objets seront toujours dans le même ordre. Parce que là, pour le moment, là, j'ai pas ordonné, donc ça me génère juste un tableau. Et donc mes armes sont dans peu importe l'ordre en fait. Il me semble que c'est l'ordre d'ajout, mais je ne saurais pas vous dire si c'est exactement ça ou pas, j'ai jamais regardé. Et bien sûr, on peut lui donner en plus à notre tableau, on peut lui donner des limitations, donc on peut lui donner un nombre maximum et minimum d'objets dedans, etc. Les autres, euh, les autres petites checkbox, etc., on va pas trop s'en inquiéter pour l'instant. Je vous laisserai regarder un peu plus en détail, sinon on en reparlera peut-être plus tard. Donc voyez, là j'étais en train de vous montrer les relations. Je peux aussi vous montrer, je vais aussi vous montrer comment les différents types d'objets qui peuvent être stockés, enfin les différents types de données qui peuvent être stockés. Donc là par exemple, je suis allé sur une propriété, je vais aller sur le nom plutôt. Donc je vais sur le propriété nom, donc pour donner un nom à l'arme. Du coup, voilà, donc on va pareil avoir le nom de la propriété. Alors le transient, je sais plus, il me semble que la checkbox transient ici, ça veut dire que c'est pas stocké dans la base de données. Ça veut dire que l'objet aura une propriété de ce type-là qu'on pourra utiliser. Il y aura de la place mémoire, enfin il y aura de la place en mémoire pour pouvoir utiliser cette propriété, mais par contre elle ne sera pas stockée dans la base de données. Donc voilà. Donc on a toujours notre petite checkbox optionnelle ou pas. Et on peut aussi les indexer. Alors pour les indexer, il faut mettre un. Je pense qu'on peut indexer tous les types, mais je pense que c'est plus pertinent de le faire avec un type numérique. Et du coup, ça garantit. Il me semble que Core Data quand c'est indexé, il fait attention au fait que ce soit unique. Donc par exemple, si vous mettez deux armes avec le même nom, il va pas être d'accord de vous l'indexer. Euh, donc ensuite on a le type d'attribut comme dans toutes les bases de données. Donc là j'ai mis string parce que c'est une chaîne de caractères le nom. Donc vous voyez qu'on a ça va de différentes tailles d'integer au décimal, double et float. Il y a des strings du coup, des booléens, des dates, des données binaires et transformables. Alors je me souviens plus ce que c'est, il faudra que je regarde la doc, on en reparlera plus tard. Pour revenir au type, euh, concrètement, si vous choisissez n'importe quel type d'integer, de décimal, double, float ou booléen, dans votre objet, la propriété sera de type NSNumber.
Et ce sera à vous après de faire un cast pour récupérer, de récupérer la valeur dans le format que vous voulez. Mais lui, il fait pas la différence au final. Ici, il vous propose la différence, mais c'est plus un reminder pour vous que vraiment du typage. Parce qu'au final, lui, il les gère tous de la même manière. Du coup, il vous met tout dans DNS number. Donc voilà, faut faire attention. Sinon, les strings, c'est stocké en NSString. Date, c'est stocké en NSDate. Et binary data en NSData. Donc en gros, si jamais vous suivez un petit peu, il me semble que ça a été évoqué dans le cours, tous les types qui sont stockés, enfin qui sont stockables euh, dans une base de données Core Data, ça va être des types qui sont des property lists, concrètement. Tout ça, c'est des types qui sont, excusez mon collègue qui est en train de décéder, tout cela sont des types qui sont enregistrables dans une property list, qui correspondent aux règles implicites qu'Apple a définies pour les property lists en bonne et due forme. Donc voilà, si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder, je sais plus exactement quel cours c'était dans les derniers, où Monsieur Cordon en parle. Pour ceux qui ont suivi le MOOC. Pour ceux qui n'ont pas suivi le MOOC, et ben peut-être on en reparlera un jour. Voilà. Sinon, vous cherchez sur Google Property List, il va vous dire ce que c'est. Donc voilà. Et donc ensuite, on a des règles on peut ajouter des règles de validation. Donc on peut mettre une taille minimum, maximum, une valeur par défaut. On peut même faire en sorte que ça matche avec une expression régulière. Et pareil, voilà, on va pas s'occuper des scripts en dessous. Donc ça c'est pour les strings. Vous voyez les critères de validation. Pour chaque type, on va avoir des critères différents. Donc par exemple, pour tous les types numériques, ça va être les mêmes, hein. On prend double par exemple, donc on a une valeur minimum maximum, une valeur par défaut. Si on choisit les booléens, il nous propose oui ou non. Voilà. Si on va sur la date, on peut lui mettre pareil minimum value, maximum et une date par défaut. Et si on va sur binary data, il nous propose rien à part ça, qui en gros veut dire que si vous cochez cette case, pour les fichiers lourds, il va les enregistrer en tant que fichier et pas en tant que données binaires, dans dans un répertoire privé à lui. Ça peut être pas mal si vous stockez des gros fichiers, de l'autoriser, comme ça vous avez un accès à votre base de données, un accès à votre base de données qui n'est pas trop ralenti. Voilà, donc je remets mon bon type pour pas me tromper. Voilà. Donc ça c'est une première partie de l'utilisation de Core Data. C'est le modèle. Dans Core Data en fait vous avez trois éléments qui sont instanciés. Je vais aller dans cette classe ici puisque c'est elle qui les manage. Donc du coup, comme je disais, vous avez trois. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre, le bidule à côté. Vous avez trois classes principales qui gèrent le core data. Et donc c'est pas bon. Ces trois classes sont les suivantes. Du coup, vous allez avoir le contexte, donc le NSManageObject Context, qui est l'instance de votre base de données. C'est à ce contexte que vous allez parler quand vous allez vouloir faire des requêtes dans votre base de données. Vous avez un objet de type NSManageObjectModel qui correspond au modèle ici. En fait, c'est juste une instance de ce schéma. Et vous avez un NSPersistentStoreCoordinator qui fait mal à la mâchoire quand on le dit. Et sinon, qui sert à coordonner les écritures et les lectures dans votre base de données. Ce qui veut dire que vous pouvez potentiellement avoir plusieurs instances de votre contexte et vous allez pouvoir écrire dedans et lire dedans à des endroits différents de votre application, éventuellement dans des threads séparés. Et le coordinateur va vous aider à gérer les accès multiples et simultanés. Mais bon, pour l'instant, on ne va pas rentrer dans les détails de ça. Donc voilà, ici j'ai tout un tas de code, on va pas spécialement. Il y a une partie du code qui est autogénéré par Xcode, il y a une partie du code que moi j'ai généré en plus. On va pas spécialement s'attarder là-dessus.
Grossièrement, dans mon schéma, dans mon architecture de mon application, j'ai une classe qui s'appelle Database Coordinator qui contient une instance du contexte. Donc voilà, c'est un objet qui est en singleton. Si vous connaissez pas le design pattern singleton, je vous invite à regarder sur Wikipédia. Il y a une explication qui est très bien faite. Grossièrement, ce qu'est un singleton, c'est une classe que vous n'instanciez pas d'une manière classique euh, et qui est censée avoir une seule instance pendant toute la durée de votre application. Pendant toute la durée d'exécution de votre application, cette classe n'est instanciée qu'une seule fois et à chaque fois que vous appelez la méthode pour récupérer cette instance, soit elle est créée si elle n'existe pas encore, sinon vous récupérez cette même instance. Voilà, dans les grandes lignes c'est ça. Si vous voulez plus de détails, honnêtement je vous invite à regarder l'article sur Wikipédia sur le pattern Singleton qui est très bien fait. D'ailleurs il y a un article en français dessus. Et donc pour moi l'intérêt d'avoir ça c'est que comme ça je suis sûr que j'ai qu'un seul contexte de ma base de données qui existe. Donc c'est pour m'éviter justement d'avoir plusieurs contextes et que j'ai des conflits au niveau d'écriture ou de lecture simultanée. Donc voilà, j'ai fait cette classe qui regroupe les trois objets de gestion de core data et qui me permet comme ça de récupérer mon contexte pour pouvoir passer mes requêtes. Donc ensuite, j'ai fait une deuxième classe qui s'appelle que j'appelais data model, qui en fait contient, c'est une classe que j'exporte dans quasiment tous mes projets, enfin en tout cas dans tous mes projets où j'ai core data. Et cette classe, comme vous voyez, n'est pas en singleton, c'est une classe qui s'instancie classiquement. Et cette classe contient toutes mes requêtes génériques pour core data. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails des requêtes aujourd'hui, je vous les montre, vous les voyez, on en reparlera plus tard. Mais vous voyez que ça se construit à la mode Objective-C, ou si vous êtes en Swift, c'est la construction est à peu près la même à la mode Swift. Hein. Il y a quasiment pas de SQL, vous voyez, là ici j'ai une comparaison, du coup j'ai juste ça. Et vous voyez que c'est que si on regarde de ce côté-là, j'ai que des requêtes, j'ai que des requêtes très très simples et très très génériques en fait, parce que c'est là toute la puissance de Core Data selon moi. Euh, avec ce système de gestion de base de données, on n'a pas besoin de faire de requêtes précises. On peut récupérer un stack d'objets et le parcourir pour trouver ce qu'on a besoin. C'est pas plus gourmand en mémoire de le faire de cette façon que de faire une requête SQL compliquée qui va récupérer un objet donné. Parce que Core Data il a une gestion intelligente de la mémoire et que du coup, euh, au final, quand il vous renvoie, si par exemple je fais un get all ici, donc c'est une requête qui va me renvoyer tout le contenu d'une table, quand je fais ça, Core Data il me renvoie pas vraiment tous mes objets. Il me renvoie il me renvoie des tokens vers tous mes objets. Et quand je lui demande un objet particulier, il va à ce moment-là charger l'objet. Donc du coup, ça me permet d'avoir un tableau avec, je sais pas, 10 000 objets que je peux parcourir très très rapidement, sur lequel je peux effectuer des quicksorts, sur lequel je peux effectuer des comparaisons, etc. Euh, Tout en gardant une efficacité et une vitesse d'exécution de mon code qui est tout à fait satisfaisante. Donc voilà. C'est pour ça, enfin moi c'est pour ça que j'aime bien Core Data, c'est parce que on utilise toute la puissance d'une base de données sans vraiment s'embêter à passer sur un langage de gestion de base de données en fait. On reste sur de l'utilisation d'objets simples et Core Data fait tout le travail un peu pénible pour nous. Donc c'est quelque chose que je trouve plutôt pratique. Donc vous voyez, si on veut faire vite fait le tour des requêtes que j'ai une requête qui me ramène tous les objets d'une table, j'ai une requête qui me ramène tous les objets d'une table dans un certain ordre, donc je les ordonne par rapport à une table, par rapport à un champ dans cette table, de façon croissante ou décroissante. Donc après j'ai des déclinaisons de cette même fonction en fait, du coup avec un petit where en plus pour filtrer un minimum. Là c'est pour récupérer un seul objet, celle-ci. Voilà, avec une égalité, donc un attribut égal à une valeur que je passe ici. Euh, Ici, c'est
voilà, ici il me renvoie tous les objets d'une table qui sont égales, enfin voilà, c'est la même qu'au-dessus mais avec plusieurs objets. Et voilà, ici euh, je sais même plus, vous voyez. C'est une requête que j'utilise pas souvent. Qu'est-ce qu'elle fait? On renvoie un objet avec tel attribut égal à la valeur que je passe, euh, en excluant la dernière partie. D'accord. C'est par exemple si je stocke des noms d'images dans ma base de données, ici je lui donne le point et comme ça j'ai pas l'extension de l'image et je peux me concentrer uniquement sur le nom de l'image. Voilà, en gros c'est à ça qu'elle sert. Donc je lui donne le nom d'image et puis elle me renvoie l'image qui correspond. J'ai une méthode pour supprimer un objet de la base de données et la méthode pour sauvegarder. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai dans cette classe. Comme je vous dis, je l'utilise sur plusieurs projets. En général, ce que je fais, c'est que je l'importe comme tel quel dans le projet et puis voilà. Et ensuite, j'ai ma classe qui fait mon interface entre le reste de mon application et ma gestion de ma base de données. Ça va être mon data controller ici. Donc mon data controller, c'est pareil comme mon database coordinator, il est en singleton. Du coup, je peux le récupérer n'importe où dans mon application. Et donc, dans celui-ci, à la première instance, enfin, quand j'en ai besoin, j'instancie mon modèle. Du coup, je suis sûr d'avoir que donc un seul data model qui traîne dans mon application. Et ensuite, je fais mes requêtes génériques que j'ai créées dans mon data model. Je les appelle juste avec les informations que j'ai besoin. Donc là, par exemple, vous voyez, dans mon modèle, j'ai trois classes, player, NPC et weapons, puisque caractère c'est une classe abstraite. C'est marqué, c'est la petite case ici. Euh, donc du coup, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait trois méthodes, une méthode pour ajouter des, comment, un élément dans chaque table. Donc voilà, NPC, player et weapon, avec les arguments qui vont bien. Et j'ai fait une méthode pour récupérer tous les NPC, une méthode pour récupérer le joueur, puisque du coup j'ai qu'un seul, enfin, dans mon application telle que je l'ai faite, il n'y a qu'un seul joueur. Et j'ai juste reporté ici ma méthode pour supprimer et pour sauvegarder. Voilà. Et donc, comment ça, voilà, c'est des classes que moi j'ai générées, que moi j'ai générées, et enfin, entre parenthèses, c'est moi et mon collègue qui avons mis au point cette architecture-là. Alors, on a sans doute rien inventé. J'imagine que ça doit être une architecture qui est utilisée par d'autres gens aussi. Peut-être pas exactement telle quelle, mais plus ou moins. Euh, Moi, je l'utilise parce que je la trouve pratique. Voilà. J'ai qu'un seul interface entre ma base de données et tout le reste de mon application, qui est accessible partout dans mon application. Du coup, j'ai pas spécialement à m'embêter. Quand j'ai besoin d'objets dans ma base de données, bah, j'appelle la méthode appropriée et puis boum, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc voilà. Si demain je change de gestion de base, de système de gestion de base de données, j'ai juste à réécrire cette classe et le reste de mon application fonctionne de la même manière. Donc voilà, pour moi, c'est juste une façon pratique de le gérer. Et donc, mis à part ces classes qui sont ici, que j'ai faites moi pour me faciliter un petit peu, quand vous générez un modèle d'objet comme ça de Core Data, chaque entité ici va être associée à une classe en fait. Vous avez, Xcode peut vous générer automatiquement les classes qui correspondent à chaque entité. Donc par exemple ici, vous voyez, j'ai sélectionné la classe caractère ici, et donc on voit ici la déclaration. Ici c'est le point H, voilà. Du coup, on voit le header de la classe caractère qui correspond à cette entité. Donc tous les objets au moins de base, pas ceux-ci enfin, pas NPC ou player puisqu'ils héritent de caractères, mais tous les autres, tous ceux qui ne sont pas inclus dans un héritage explicitement défini sur le modèle, ils héritent de NSManageObject, qui est le type générique de Core Data. Et du coup, ensuite, vous voyez que chaque champ que j'ai rentré ici est transcrit en property dans la classe. Donc voilà, j'ai face, HP, level et name, qui sont tous là. Et même ma relation entre mon personnage et les armes. Ici, vous voyez, c'est un NS7. Et il y a des méthodes qui sont auto-générées. Alors, il y a juste les headers de ces méthodes. Elles ne sont pas implémentées.
c'est des méthodes qui sont totalement gérées de façon transparente par Core Data. Donc là, vous voyez, c'est pour ajouter une arme dans la liste ou alors pour en enlever une de la liste ou en ajouter plusieurs, en enlever plusieurs. Et vous voyez que dans le main, il n'y a rien. Il y a juste cette syntaxe bizarre, arrobas dynamique, qui veut dire que c'est des propriétés qui sont gérées par Core Data. Donc ça veut dire que les getters et les setters et les variables locales euh, qui, qu'on a avec des properties d'habitude n'existent pas ici. En fait, les getters et les setters, ils sont générés dynamiquement par Core Data et les variables de stockage, elles sont dans la base de données en fait directement. Donc voilà. Et donc si vous voulez, je vous montre les autres. Voilà, vous voyez que, hop, alors ici c'était mon personnage sur lequel on était. Vous voyez que dans joueur, bah il n'y a rien. J'ai juste rajouté, je ne vous l'ai pas montré ici, j'ai rajouté un seul attribut en plus à mon joueur qui va être l'expérience. Donc vous voyez que dans mon joueur, j'ai juste un champ en plus d'expérience. Mais il hérite de caractère, donc ça veut dire qu'il va quand même avoir accès à tout ça. Euh, voilà, et mon NPC, il n'y a rien dedans, puisque bah, je lui ai rien rajouté. Donc il a toujours toutes les propriétés qui étaient dans mon objet personnage, mais lui, il n'a pas de propriétés supplémentaires. Et pareil pour mes armes ici. Et donc, si vous êtes un peu observateur, vous aurez vu que en dessous, que dans mes objets déjà, j'ai absolument rajouté aucun code, et que par contre, j'ai fait des catégories pour tous mes objets. Alors ça, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une raison très simple en fait, c'est que si jamais vous modifiez votre modèle ici, si vous rajoutez un champ ou une relation ou quoi que ce soit en fait dans votre modèle, vous allez devoir régénérer euh, vos classes qui correspondent à vos entités. Et ça, ça Xcode vous le fait très bien. Vous allez si vous êtes sur votre modèle, vous allez dans Editor. C'est où c'est Non, c'est pas Editor. C'est File, New File. Hop. Et vous allez sur Core Data. Et vous voyez que vous avez NS Manage Object Subclass. Il suffit de cliquer dessus. Vous choisissez sur quel modèle vous voulez, enfin, à partir de quel modèle vous voulez travailler. Et ensuite, il vous propose tous vos objets. Et comme ça, il vous génère toutes les classes. Donc voilà, bon, je vais pas le faire parce qu'elles sont déjà faites, mais du coup il vous génère tout ça. Mais donc si jamais vous aviez mis du code entre temps dedans, bah tout votre code il dégage et vous n'avez plus qu'à le réécrire. Donc vu que c'est un peu fastidieux et que bon, ça arrive souvent qu'on change 2-3 trucs dans sa base de données en cours de développement, euh, moi ce que je fais c'est que mes classes qui sont générées par Core Data, je les mets dans un petit dossier à part et mon code effectif pour ces classes, en fait, je le mets dans des catégories. Dans certains cas, je fais même plusieurs catégories, une avec les initialisers, une avec les méthodes des helpers, etc., qui vont m'aider à accéder plus facilement au contenu. Donc voilà, là j'ai groupé, j'ai tout mis dedans parce que c'est des toutes petites classes, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Donc je vais pas le faire pour tous, je le fais juste pour caractère. Après pour les autres, on verra ça plus tard. Mais grossièrement, qu'est-ce que j'ai fait dedans? Vous voyez, j'ai fait une méthode d'initialisation qui est un peu particulière. Parce que vous voyez qu'au début, j'ai pas de super init, j'ai pas de self égale quelque chose. Parce que en fait, c'est pas vraiment. Enfin, comment. À cet instant-là, en fait, mon objet est déjà instancié. Il est instancié mais vide. Et donc moi, je veux juste que mon initialiseur là, il me serve à lui passer toutes mes valeurs pour que mon objet soit correct par rapport à mon schéma de base de données. Donc j'ai repris le init, mais c'est pas vraiment un init. Enfin, sémantiquement, j'aurais dû mettre autre chose. J'aurais dû mettre setup ou quelque chose d'autre, mais pas init parce que c'est pas vraiment une méthode d'initialisation. Parce qu'en fait, on va faire un petit retour dans mon data model. Vous voyez que j'ai une méthode qui me permet d'avoir un nouvel objet dans une table. Et en fait, on demande à notre contexte d'aller chercher la description de tel objet. Donc on lui donne le nom de la table. Et d'insérer un nouvel objet vide pour ça dans le contexte.
Donc du coup, dans cette méthode, enfin à la fin de cette méthode-là, elle renvoie un objet du bon type mais vide, totalement vide. Et donc ma méthode d'initialisation, euh, eh ben, elle sert juste à mettre du vrai contenu dedans, enfin à le remplir proprement en fait. Et j'aurais très bien pu m'en passer, hein, j'aurais pu faire ça ailleurs dans mon programme. C'est juste que moi j'aime bien faire ça parce que comme ça, euh, je sais quels paramètres, enfin quelles propriétés j'ai dans tel objet. Et du coup, bah, ça me permet de ne pas avoir mon modèle ouvert sur mon écran d'à côté pour checker à chaque fois qu'est-ce que j'ai oublié, etc. Au moins, je suis sûr qu'une fois qu'ils sont passés par là-dedans, j'ai pas de corruption dans ma base de données. Mon objet, il va être instancié proprement et ça va pas me foutre le bordel. Donc voilà, c'est juste pour ça. Donc, vous voyez que j'ai des méthodes qui sont utilisées juste pour pour les subclasses, donc pour l'héritage. J'y reviendrai plus tard, peut-être dans un autre épisode. J'ai des properties. Vous voyez que j'ai rajouté des properties ici, mais ça on peut le faire dans une catégorie. En fait, dans une catégorie, on peut pas rajouter de properties qui vont être stockées. Par contre, tout ce qui va être calculé, donc vous voyez, c'est pour ça qu'elles sont toutes read-only, ça pose aucun problème. Au final, c'est juste des méthodes et je les ai mis sous forme de properties parce que comme ça, c'est plus facile à appeler. Ouais, j'en ai déjà parlé dans les épisodes sur les storyboards. Euh, les properties, on ne peut pas en rajouter dans les catégories. Parce qu'on ne peut pas rajouter de stockage à un objet. On ne peut pas augmenter l'espace mémoire qui a été alloué à cet objet. On peut juste lui ajouter des méthodes. Et donc du coup, c'est pas des vrais properties, vous voyez, c'est juste du read-only. Donc au final, c'est juste des getters, il n'y a pas de setter pour ces méthodes-là, enfin pour ces properties-là. Et c'est pour ça que je peux les ajouter. D'ailleurs, si je mets strong à la place, il va gueuler parce que bah, on peut pas stocker dans une catégorie. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté dans cette classe? Vous voyez ici, je rajoute des trucs qui sont calculés. Donc par exemple, la force du personnage qui est calculée en fonction de son niveau de santé, etc. J'ai rajouté des méthodes pour baisser la vie et puis qui me signale. Alors pour l'instant, tout le jeu entre guillemets, tous les résultats du jeu s'affichent dans les logs uniquement. J'ai pas fait d'affichage sur l'écran. Donc du coup ici j'ai un petit retour sur voilà l'état de vie de mon personnage. Euh, Ici j'ai fait une méthode juste pour qu'il tape sur un autre personnage. Et donc vous voyez que si je veux euh, attendez, on va aller là. Donc là, par exemple, j'ai une méthode qui me renvoie, non, ici, j'ai une méthode qui me renvoie l'arme équipée. Et donc, pour aller chercher l'arme équipée, je fais pas un select dans ma base de données ou quoi. Je fais juste une boucle sur mon tableau d'armes équipées de mon objet et enfin d'armes de mon objet et je renvoie celui qui est équipé. Donc vous voyez, c'est juste de l'objet, il n'y a pas du tout de notion de base de données. À ce niveau-là, on n'a plus de notion de base de données. On a juste une notion d'objet et de relation entre des objets. Et donc vous voyez, j'ai rajouté des trucs, par exemple comme nos types de stockage dans la base de données sont, enfin pour tous les numériques et les booléens, c'est des NS-number tout le temps. En général, je fais des accessoires un peu plus rapides pour éviter d'avoir à écrire des trucs à rallonge. Donc là, j'ai mis isDead pour savoir, voilà, pour savoir s'il est vivant ou il est mort. Euh, j'ai des méthodes pour faire level up, pour changer, enfin pour récupérer de l'image puisque mon image est stockée en tant que donnée. Du coup, j'ai fait une méthode pour récupérer une image directement, comme ça, j'ai pas trop de code à écrire après dans mon contrôleur. Donc voilà, j'ai des méthodes de comparaison aussi pour comparer un personnage avec un autre personnage pour pouvoir trier un tableau, etc. Donc là, je les trie sur leur niveau. Et comme ça, du coup, j'ai pas besoin de faire une requête compliquée. Je fais juste une requête où je récupère tous mes objets et ensuite, bah, je trie le tableau que je récupère en utilisant cette méthode. Et du coup, mon tri, c'est pas fait en langage de base de données, c'est fait directement en Objective-C ou en Swift si vous faites du Swift. Et il y a pas, pour ça, il n'y a pas de différence de temps d'exécution en fait. Il y en a pas un qui est plus rapide ou moins rapide. Moi, j'ai fait des tests sur des gros volumes de données et la différence, elle est négligeable quoi. Honnêtement, la différence est très très négligeable. Donc voilà, au niveau des écritures, c'est peut-être un peu plus long des fois,
Faut y réfléchir à deux fois, mais pour tout ce qui est lecture, il n'y a pas spécialement à se prendre la tête. On récupère un gros tas et puis on le trie en objectif C. Ça marche très très bien. Voilà. Donc vous voyez, dans mes autres catégories, j'ai rajouté deux trois méthodes en plus. Euh, voilà, ici j'ai rien rajouté. Pour les armes, j'ai pas rajouté grand chose non plus. Juste une méthode d'initialisation, tout ça. Donc là, vous voyez, dans mon joueur et dans mon. Pardon, j'ai cliqué sur le mauvais. Dans mon joueur et dans mon personnage non joueur, j'ai pas d'initialiseur. C'est l'initialiseur qui a hérité de personnages ici, parce que ce sont tous les deux des personnages. Du coup, j'ai pas eu besoin de le réécrire, je peux utiliser celui-là. C'est vraiment de l'héritage classique. Il n'y a pas de différence avec un héritage autre qu'un héritage classique en fait. Voilà. Donc voilà, ensuite bon le storyboard pour le coup on s'en fout, hein, vous voyez c'est un storyboard avec un bouton démarrer, la photo du personnage, la photo du méchant et puis un bouton pour taper tous les deux. Voilà, en gros c'est ça. Et mon contrôleur principal, qui n'est pas spécialement grand, hein, c'est lui qui va générer la base de données. Donc là pour l'exercice, ma base de données, j'ai un tableau qui contient les différents trucs que je vais insérer dans ma base de données. Et quand je lance ma base de données, la première fois que j'appuie sur Start, il me génère ma base de données et il sauvegarde. Et voilà. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une petite démo et puis on reviendra un petit peu dans le code après. Je vais le montrer vite fait. Tic tic tic, on va prendre quoi? Celui-là. Hop, le simulateur. Hop. Allez, allez. Jean-Michel, voilà. Donc, je vais tourner l'écran, comme ça on va pouvoir voir les logs en dessous, ça va être plus simple. Voilà. Hop. Donc si je le mets comme ça, on devrait voir les logs ici. Donc si je fais démarrer, vous voyez qu'il m'a généré ma base de données, et ensuite il allait me chercher ce qu'il y avait dedans pour m'afficher. Donc là, ça c'est une image qui est stockée dans la base de données, ça aussi. Les noms pareil. Et donc là, il me dit que je commence un combat entre un zombie et le héros. Donc quand le héros, on appuie sur le tap, ben on va voir un petit peu après. Euh, on est en train de taper le zombie, donc il perd de la vie, tout ça. Si le zombie nous tape, ça marche dans les deux sens. Voilà, une fois qu'il est mort, eh ben, ça change. Alors j'ai mis 5 zombies, donc on va tous les tuer. Voilà, donc on arrive au chef des zombies. Et puis une fois qu'on tue le chef des zombies, on arrive sur Philippe. Voilà. Et vous voyez, si je m'arrête là, par exemple, on va tuer l'application. Hop, on va faire comme ça. Et si je la relance, en principe, on devrait toujours être dans notre combat avec Philippe. Alors, il faut appuyer sur Start au début. Et voilà, vous voyez, il y a plus les zombies, il n'y a plus machin. Tout s'est sauvegardé, enfin, ça s'est sauvegardé en mémoire. L'application, elle était morte. Du coup, si ça avait été une application sans l'utilisation d'une base de données, on serait revenu au tout début. Et là, voilà, on n'est pas revenu au tout début, on est revenu au combat final. Philippe, c'est le boss final. Du coup, voilà. Et puis une fois qu'on l'a tabassé, ben, il n'y a plus personne. Du coup, eh ben, on peut faire restart, mais j'ai pas mis le truc pour remettre les boutons, donc ça marche plus. Voilà. Donc, voilà, c'était juste la présentation vite fait du jeu, entre guillemets. Donc voilà, ici dans mon tableau, j'ai juste ce qu'on a vu tout à l'heure en fait, donc tous les méchants. Donc là, j'ai 5 zombies. Voilà. Là, j'ai le nombre de fois qu'on doit créer le même personnage. Donc là, par exemple, 5. Donc on va faire 5 zombies. Son niveau, ça va être le niveau 1. Son image, ça va être l'image du zombie. Et puis ici, c'est son arme. Donc son arme, ça va être un bâton qui fait 1 point de dégâts. Ensuite, on va créer le chef des zombies, qui est donné, on n'en crée qu'un seul, du coup, c'est marqué ici, qui est de niveau 2. Euh, donc son image, c'est zombie chef, et son arme, c'est un couteau qui fait 5 dégâts. Et à la fin, on fait un seul Philippe, qui est de niveau 5, et son image, c'est Philippe. Et du coup, son arme, c'est une épée qui fait 25 dégâts. Et donc ici, j'ai une méthode pour générer ma base de données qui est appelée quand je clique sur mon bouton Start. Donc ce que je fais, c'est que je récupère mon instance, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà. C'est cette méthode-là qu'il faut appeler quand on est, enfin, dans mon cas, en tout cas pour les singletons. Du coup, je récupère mon instance de mon data controller.
Et ensuite, ce que je fais, bah, je vais récupérer mon joueur. Donc s'il n'existe pas, bah, je l'ajoute dans la base. Donc voilà, je fais un joueur bateau qui s'appelle héros avec l'image qui s'appelle héros et je lui donne voilà, je lui donne une arme qui va s'appeler l'épée du héros qui fait 50 dégâts. Voilà. Ensuite, mon joueur, je l'enregistre dans une property pour pouvoir le récupérer dans mon application, donc il est défini ici. Je crée un tableau où, enfin, voilà, je crée une variable ici, euh, dans laquelle je vais mettre, alors je vais récupérer tous les NPC et je vais les trier en utilisant la méthode de comparaison que j'ai définie dans la classe. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc ils vont être triés par niveau. Et du coup, si ce tableau est vide, si cette requête me renvoie rien ou un tableau vide, je vais générer les monstres et ensuite je le mets dans ma variable, dans ma property ici, voilà, qui correspond à mon tableau de monstres. Et ensuite, bah, j'ai juste à mettre mon affichage à jour et puis on a gagné. Donc ici, pour générer les monstres, vous voyez, je parcours donc je récupère toujours mon data controller. Et ensuite, je parcours mon tableau qu'on a vu un tout petit peu plus haut. Et je récupère chaque élément, voilà, donc le niveau, l'image, euh, du coup les données qui correspondent à l'image, son arme, donc un tableau qui va correspondre aux informations sur l'arbre. Et ensuite, eh ben, je crée mon NPC, donc voilà, en appelant les méthodes d'ajout qui sont dans mon data controller. Et ensuite, pareil, je crée mon arme en appelant mes méthodes de mon data controller. Euh, et puis, bah, dans la foulée, je l'équipe à mon personnage. Donc voilà. Ensuite, je calcule la, comment, la vie du héros. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va régénérer des monstres, la vie du héros va être remise à zéro, entre guillemets. Enfin, remise à plein en fait. Et ensuite, je sauvegarde mon modèle, donc j'appelle juste ma méthode save et voilà, c'est réglé. Et donc là, vous voyez, j'ai fait des insertions dans une base de données. Ça paraît pas spécialement insertion dans une base de données en fait. Il suffit de faire les objets et Core Data sait que c'est des objets qui sont liés à une base de données. Donc du coup, quand vous appelez quand vous appelez la méthode save, il va enregistrer tout le contexte avec vos objets courants qui sont insérés, qui sont dans votre contexte. Et du coup, tout ça c'est reporté dans votre base de données. Et donc après, je retourne mon tableau de NPC. Voilà. Donc après, c'est des méthodes. Après le reste des méthodes, c'est juste les méthodes de jeu bidon. Donc ici, c'est quand je mets, quand je définis ma property current player, je vais mettre à jour le texte et l'image. Euh, quand j'appelle, dans cette méthode, je vais mettre à jour le texte et l'image du méchant qui était à droite de l'écran. Et je préviens que on commence un combat avec un nouveau méchant. Et puis ensuite, j'ai un bouton pour quand le joueur va taper, quand le méchant va taper. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'appelle les méthodes que j'ai déjà définies dans mes différentes catégories. Donc voilà, j'appelle mon NPC, non, c'est là, hit character, voilà. Et ensuite, juste si le méchant est mort, je le supprime de mon tableau et puis je passe au prochain méchant, etc. Et donc voilà, vous voyez, c'est pas. Alors le jeu en soi il est nul, hein, on est d'accord. C'était juste pour vous montrer un petit peu que c'est pas. Enfin, Core Data, ça paraît comme ça un peu compliqué et tout, mais au final, c'est une utilisation vachement simple d'une base de données. C'est vrai que Core Data, à mettre en place lui-même, il demande un petit peu de compréhension du truc. Mais une fois qu'on la met en place, au niveau de l'utilisation de la base de données, bah, c'est peanuts quoi. En fait, on n'utilise pas la base de données quoi. On utilise les objets qui sont dedans en tant qu'objet et pas en tant que table avec tout ça. Du coup, moi, je trouve ça vachement pratique à utiliser parce que bah, comme ça, on n'a pas besoin de penser d'une manière dans une partie du code de penser de façon objet tout ça et puis dans une autre partie du code de penser de façon SQL, table, etc. Les index, les machins. Il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça, quoi. Tout est géré par notre ami Core Data et nous, on a juste à profiter du spectacle. Donc, c'est plutôt pratique, je trouve.
Donc dans les prochains épisodes, je reviendrai sur les différents éléments de comment mettre en place une base de données, Core Data, tout ça, comment voilà, comment architecturer un peu tout ce bazar, comment enfin les pièges à éviter un petit peu sur certains trucs qui peuvent être un peu plus compliqués. Mais déjà là avec ce que je vous ai montré, vous avez de quoi commencer à regarder un petit peu. Si vous voulez tout le code qui est dans le database coordinator ici par exemple, tout ça c'est du code qui est généré par Xcode quand vous faites New Project. Hop, on va le faire pour rigoler. New Project, Master Detail. Vous faites Next, on va l'appeler Toto, on s'en fout. Hop, et vous cliquez en dessous sur Use Core Data. Et hop, ça sur mon bureau, c'est très bien. Vous voyez que dans le app delegate, en bas, vous avez un pragma ici avec un truc qui s'appelle Core Data Stack. Et c'est exactement le code que j'ai dans mon database coordinator. Je l'ai viré de là parce que ça m'embête qu'il soit dans le app delegate. Je préfère qu'il soit dans un truc séparé. Mais c'est exactement le code que j'ai. Le seul truc à changer, c'est que le nom de votre modèle, pardon, le nom de votre modèle là, il faut qu'il soit, enfin, il faut que ça soit le même ici et ici. Voilà. Dans le Persistent Store Coordinator et le Manage Object Model. En fait, même pas. Il faut que ça soit le même ici juste. Donc là, s'il s'appelait Jean-Michel au lieu de Toto, il faudra que ce soit Jean-Michel là. Excusez-moi. Et ici, c'est le nom de votre fichier physique sur la machine. Parce que si on veut regarder un petit peu, alors attendez. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller là. Device. Ouais. Donc je vais récupérer sur mon iPad. Il s'appelle où Core Data. Hop. On va regarder ce qu'il y a dedans. Et donc vous voyez que dans le dossier de documents de mon iPad, j'ai 3 fichiers qui correspondent à ma base de données. En fait c'est des fichiers qui, enfin c'est ce qui correspond à la base de données SQLite qu'exploite Core Data. Donc si jamais vous voulez ouvrir ça dans un explorateur de base de données SQLite pour voir ce que ça donne, vous récupérez ces 3 fichiers, vous les ouvrez avec et vous verrez votre base de données à quoi elle ressemble vraiment. Mais enfin après, si vous n'êtes pas obligé de le faire, on s'en fout en fait, puisque vous, votre base de données, concrètement, elle ressemble à ça. Vous gérez vos objets comme ça. Donc voilà. J'espère que ça a éclairé un petit peu quelques lanternes. Que comme ça, vous n'allez peut-être pas avoir trop peur de tester Core Data. Honnêtement, le plus simple pour comprendre Core Data, c'est d'essayer, hein. Vous faites comme j'ai fait, un master detail avec Core Data, et puis vous changez 2-3 trucs, vous verrez comment ça réagit. Mais honnêtement, c'est pas si compliqué que ça paraît un petit peu au début, parce que voilà, mais c'est pas la mort, hein, vraiment pas. Donc enfin, vous laissez pas arrêter au fait que ça paraisse un peu compliqué. Voilà. Du coup, je pense que ça va être bon pour aujourd'hui, puisque je suis en train de regarder l'heure, là, ça fait déjà quasiment 1 heure. Et puis en plus, je suis en train de décéder de la voix, là, donc je pense que je vais arrêter là. Du coup, ouais, cet épisode enfin, sert un petit peu d'introduction à une nouvelle série qui va être sur Core Data, qui va venir, je sais pas trop quand encore, parce qu'au niveau comment au niveau timing, je suis pas spécialement carré en ce moment. Donc dès que je vais être un peu plus dispo, je vais essayer de commencer ça. C'est un peu plus compliqué à produire que les trucs sur le storyboard parce qu'il faut que je prépare un petit peu plus à l'avance. Les storyboards, comme vous avez pu le voir, si vous les avez regardés, c'est pas préparé en fait, hein. Je me dis tiens, j'ai 1 heure pour enregistrer, j'enregistre et puis je monte des trucs. Là, il faut que je prépare un petit peu, sinon ça va vite être chiant. Euh, donc, euh, donc voilà, ça va être, enfin, il risque d'être un petit peu plus espacé les épisodes, et je sais pas trop quand ça va commencer pour de vrai. Là, c'était plus une intro. Faut que je trouve une bonne idée de projet à faire pour qu'on puisse suivre un petit peu avec avec différentes problématiques dedans. Donc voilà. En attendant, eh ben écoutez, je vais vous souhaiter un bon mois d'août puisque on est le 3 août.
Si jamais vous voulez pas rater les prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Et puis voilà, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis ouais, de bonnes vacances pour la plupart. Et puis voilà, au revoir tout le monde.